Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui de la transformée de Fourier, avec en particulier ses applications à la spectroscopie et en particulier du réglage des spectroscopes avec trois grandeurs importantes, la durée d'un échantillon, la période d'échantillonnage et le temps de mesure. Je ferai quelques rappels également sur la diffraction de manière générale et sur le traitement du signal, avec quelques notions comme la convolution et la corrélation. Je suivrai le plan suivant. D'abord, je vous ferai quelques rappels sur les séries de Fourier, avec le passage de l'espace du temps à l'espace des fréquences. Je vous ferai quelques rappels sur les oscillateurs, pour positionner le spectroscope comme étant un analyseur de fréquences. Et puis, nous ferons la transition entre un signal périodique, donc décrit par des séries de Fourier, et les signaux non périodiques décrits par la transformée de Fourier. Je définirai la transformée de Fourier, son inverse, je donnerai quelques propriétés et je parlerai en particulier de la distribution de Dirac et de ce que l'on appelle les peines de Dirac qui permettent de modéliser et de comprendre l'échantillonnage. Je finirai par parler de la convolution, de la corrélation, qui sont des moyens de mieux comprendre, voire des bases de mesure d'un certain nombre de signaux réels. Alors la spectroscopie, c'est quoi? C'est l'enregistrement d'un signal complexe au cours du temps, pendant une certaine durée, pour révéler des fréquences particulières, ici représentées par des pics. Donc le passage du temps, de l'espace du temps à l'espace des fréquences, est le moyen de comprendre comment régler le spectroscope et comment le spectre peut être déduit d'un signal dépendant du temps, aussi complexe que celui qu'on voit ici. Alors, la spectroscopie porte sur de l'analyse de la matière, permet de l'analyse de la matière dans différentes gammes de longueur d'onde. Donc la matière est éclairée par un rayonnement et on analyse ce rayonnement. Alors ça peut partir des micro-ondes pour aller jusqu'aux ultraviolets, on fait toujours la spectroscopie et on caractérise des propriétés différentes de la matière. En particulier la spectroscopie infrarouge est utilisée pour caractériser des liaisons moléculaires. La lumière visible est utilisée pour caractériser les couches électroniques externes. Et puis les ultraviolets, en fait, sont utilisés pour voir plus loin, éventuellement voir des caractéristiques des noyaux, comme pour les rayons X et gamma, de la matière. Alors je rappelle ici un certain nombre d'ordres de grandeur, avec l'énergie du photon, et la fréquence correspondante et la longueur d'onde correspondante pour ces différents domaines de longueur d'onde, pour ces différents rayonnements. Je rappelle les formules de base. L'énergie du photon, c'est la constante de Planck multipliée par la fréquence. Compte tenu que la fréquence, c'est le rapport de la vitesse de la lumière à la longueur d'onde du rayonnement, on peut calculer l'énergie du photon en multipliant la constante de Planck par la vitesse de la lumière et en divisant par la longueur d'onde. Alors parfois la longueur d'onde sera exprimée en microns, c'est le cas de l'infrarouge en particulier, ou en nanomètres dans le domaine du visible, par exemple. Et l'objectif de ce cours est de pouvoir répondre aux questions suivantes, c'est comment régler un spectroscope compte tenu qu'on a différents degrés de liberté, notamment le temps de mesure, le nombre d'échantillons qui dépend de la carte d'acquisition, en général en puissance de 2, donc on a des cartes 8 bits, 16 bits, 32 bits, etc. Et puis de la durée de la prise d'une mesure, donc le temps d'acquisition correspondant qui dépend de la vitesse du capteur et de l'électronique associée. Donc on représente ici un signal dépendant du temps, donc fonction continue a priori, et on représente la durée de la prise d'un échantillon, taux, le temps entre deux échantillons, t indice s, et puis la durée totale de la mesure, grand T. Si vous savez déjà régler
ces paramètres pour un spectroscope, ce cours sera une simple révision. Alors, un exemple de l'influence du nombre d'échantillons pour un temps de mesure identique, on passe ici de 64 à gauche à 256 à droite, nous permet de voir l'échantillonnage du signal dépendant du temps. Donc ici on voit un échantillonnage beaucoup moins serré dans l'espace du temps. Et ce qu'on obtient au niveau des fréquences, eh bien c'est une résolution différente. Alors pourquoi une résolution différente? C'est parce qu'on voit apparaître ici, quand on a un nombre d'échantillons de 256, deux pics qui sont séparés, qui commencent à être séparés, alors qu'ils ne l'étaient pas ici. Donc si on veut faire une mesure précise, en particulier de pics de résonance caractéristiques de la matière qui sont proches l'un de l'autre, on va être obligé d'utiliser un nombre d'échantillons suffisamment grand, compte tenu du temps de mesure, pour pouvoir les séparer. Et puis on voit aussi un effet intéressant ici, c'est que souvent le nombre d'échantillons révèle plus ou moins le bruit dans le signal. Donc prendre plus d'échantillons, en général, mène à un signal plus bruité. Alors encore une fois, pour se poser la question, le signal mesuré est un signal dépendant du temps. Il est obtenu à partir du signal réel émis par la matière lorsqu'elle est illuminée, et le signal mesuré en fonction du temps est obtenu par le produit d'une fonction rectangle de largeur grand T, le temps de mesure, et par le produit d'une convolution, ici l'étoile signifie convolution, d'un peigne de Dirac correspondant à la période d'échantillonnage T indice S, par encore une mesure, une fonction rectangle de largeur tau, correspondant donc au temps de prise d'une mesure. La question est, quelle est l'influence de ces différents paramètres, grand T, TS et tau, sur la résolution spectrale que l'on obtiendra à la sortie du spectroscope. Alors rappelons que la transformée de Fourier peut être appliquée et utilisée dans le domaine spatial, c'est-à-dire que lorsqu'on a un objet de période spatiale lambda, ça peut être une onde qui a une période spatiale lambda, par exemple 600 nanomètres, pour une onde dans le domaine du rouge, du visible, eh bien, on lui associe un nombre d'ondes qui est l'inverse de cette longueur d'onde. Et puis un vecteur d'onde, dont vous avez déjà entendu parler, qui est donc 2π sur cette longueur d'onde. Dans le cas du temps, on a une périodicité temporelle grand T, de manière générale, une fréquence associée qui est l'inverse de cette période, et puis une pulsation, ou fréquence angulaire, qui est égale à 2π fois cette fréquence. Alors bien évidemment, toute cette analyse au niveau du temps comme au niveau de l'espace relève des mêmes outils, la transformée de Fourier en particulier. Et puis elle s'applique à différents types de signaux, non seulement les signaux lumineux dont on a parlé précédemment, mais aussi les signaux acoustiques qui permettent de caractériser les défauts, par exemple, dans la matière, à une échelle plus grande que celle, évidemment, de l'atome. Et puis elle permet aussi de comprendre la synthèse et le filtrage des sons, en particulier en musique. Nous nous intéresserons évidemment plus précisément à l'interaction entre la lumière et la matière, base de la spectroscopie, qui nous permet d'obtenir des pics de fréquence caractéristiques de la matière pour en faire l'analyse. Alors, un premier rappel sur la série de Fourier. Le signal peut être décomposé, le signal périodique de pulsation oméga 0, donc de période grand T, peut être développé en série de Fourier, qui est une série qui, ici écrite en complexe, va de moins l'infini à plus l'infini, c'est une série entière, n est entier, de coefficients fois exponentielle de i, l'imaginaire pur, n c'est entier, oméga 0, la pulsation propre du signal, fois t. Bien évidemment, vous voyez ici que il sera nécessaire de vérifier si vous avez des connaissances suffisantes au niveau des nombres complexes pour, par exemple, calculer des modules, calculer les arguments d'un nombre complexe et faire du calcul entre complexes.
Ces coefficients Cn, si on connaît une définition analytique de S de t, se déduisent par l'intégrale sur une période du signal fois l'exponentielle de moins in oméga 0 t. Vous voyez ici le signe moins, alors que vous aviez dans la série le signe plus. Cette intégrale peut être évaluée numériquement à partir de signaux enregistrés par une carte d'acquisition, et donc ces coefficients Cn peuvent être obtenus numériquement par des algorithmes spécifiques que vous pourrez aisément trouver sur Internet. On parlera d'une pulsation fondamentale oméga 0 et de ses harmoniques n oméga 0, n étant entier. Ceci est donc valable pour un signal purement périodique. Et puis on parle souvent en fait de la puissance. La puissance, c'est la valeur moyenne du carré du signal sur une période. Et le fait qu'on ait dualité entre l'espace du temps et l'espace des fréquences par la transformée de Fourier ou le développement en série de Fourier fait que cette puissance, calculée ici comme une intégrale dans l'espace des temps, peut être écrite comme une somme infinie, avec une double infinité, de moins l'infini à plus l'infini, des modules carrés de ces coefficients de Fourier Cn que nous avons vus précédemment. Module carré, ici étoile signifiant conjugué de Cn. Ces coefficients sont complexes, module carré et une quantité réelle, on a une puissance réelle correspondant donc à cette définition. Et puis en général, là, numériquement, la série de Fourier ne peut pas porter de moins l'infini à plus l'infini, donc on limite à moins grand n et à plus grand n les variations de notre entier petit n, et donc on obtiendra ici numériquement une puissance plus faible, c'est une inégalité de Bessel-Parseval, que la puissance réelle du signal. Dans la suite, on considérera des instruments linéaires, et je ferai un rappel sur la fonction de transfert et la réponse impulsionnelle. Un appareil linéaire, c'est simplement un appareil qui, lorsque on a une combinaison linéaire avec lambda et mu des constantes, qui peuvent correspondre à des amplifications des signaux d'entrée, par exemple, ou des atténuations, la mesure de cette combinaison linéaire de signaux, c'est la combinaison linéaire des mesures de chaque signal. La fonction correspondant de la mesure est caractéristique de l'appareil. Et bien sûr, chaque appareil n'est pas capable de mesurer n'importe quelle fréquence. On aura une certaine bande de fréquence, une certaine caractéristique de l'appareil qui est définie par la fonction de transfert que vous avez déjà vue en microscopie en particulier et qui permet de montrer comment une fréquence particulière, donc une pulsation particulière, peut être mesurée. Qu'est-ce que la fonction de transfert? C'est une fonction dépendante donc de la pulsation qui est le rapport du signal mesuré sur le signal d'entrée, le signal de sortie sur le signal d'entrée de l'appareil. À cette fonction de transfert est associée une réponse impulsionnelle. Ici, ce n'est pas la puissance, c'est la réponse impulsionnelle correspondant à la fonction de transfert. Je vous montre tout de suite ici que cette caractéristique des appareils, qui correspond donc à la façon dont un appareil réagit à un signal très court, donc une impulsion, un choc, est reliée donc en fait à la fonction de transfert, cette réponse impulsionnelle, par la transformée de Fourier, la réciproque de la transformée de Fourier. Donc bien évidemment ici, puisque c'est une caractéristique, la réponse impulsionnelle comme la fonction de transfert, il faut connaître l'outil transformée de Fourier pour mieux comprendre la signification de ces caractéristiques qu'on peut trouver pour tous les appareils linéaires. Et puis je rappelle aussi deux définitions, le gain qui est caractéristique des cartes d'acquisition. Donc en général pour un appareil, il se définit comme 20 fois le log en base décimale du module de la fonction de transfert, encore une fois notre fonction de transfert. Et puis on parle de gain et souvent on parle de phase mesurée, qui est donc l'argument de cette fonction de transfert nombre complexe. On représente en général le gain en échelle logarithmique. Alors revenons en fait à la série de Fourier d'un signal d'entrée de notre appareil, donc c'est un signal purement périodique, on rappelle ici la définition de la série de Fourier. Le signal mesuré ou le signal de sortie sera simplement le produit, ou fera intervenir le produit de la fonction de transfert par
Cn pour produire un nouveau coefficient C'N qui tiendra compte des caractéristiques de l'appareil. La fonction de transfert est évaluée évidemment à la même pulsation pour la même harmonique du signal d'entrée. Ici j'ai bien n oméga 0 correspondant au n oméga 0 ici, correspondant donc au coefficient C, indice n. On obtient donc des coefficients C'N caractéristiques de la mesure de ce signal. Donc ici on a le signal de sortie ou mesuré en fonction du signal d'entrée à partir de la fonction de transfert. Ça nous permettra de décrire en particulier, peut-être l'avez-vous déjà vu, les filtres passe-bas, passe-bande et passe-haut, qui sont caractéristiques en général des appareils. En général, c'est du filtrage passe-bande qui caractérise un appareil. C'est-à-dire qu'un appareil ne sera pas capable de mesurer n'importe quelle pulsation de n'importe quel signal périodique qu'on va lui envoyer en entrée. Il mesurera différemment les différentes pulsations et donc il déformera le signal mesuré par rapport au signal d'entrée. Et puis revenons aussi à la diffraction pendant un moment, avant de passer aux oscillateurs. La diffraction en fait, d'une onde électromagnétique par un cristal est gouvernée par le fait qu'on envoie une onde, en général dans les longueurs d'onde des rayons X, sur le cristal. Alors ici on rappelle la dépendance spatio-temporelle, hein, on a encore le vecteur d'onde ici, et la pulsation en facteur du temps. Cette dépendance spatio-temporelle relie évidemment le temps et l'espace pour cette onde, qui se propage et qui sera diffractée par un arrangement périodique d'atomes. Alors, qu'est-ce qui caractérise la diffraction X? C'est qu'on observe des pics dans certaines directions données qui nous permettent de mesurer les paramètres cristallins, c'est-à-dire la distance entre atomes d'un cristal. Par la relation de Bragg, que l'on peut trouver sous forme vectorielle, qui nous dit que le vecteur d'onde diffracté va être le vecteur d'onde incidente plus un vecteur d'onde caractéristique du réseau d'atomes, et que l'on trouve projeté en général en fonction de l'angle de diffraction, de l'angle d'incidence θi et du paramètre du réseau, c'est-à-dire de la distance interatomique. Bien évidemment, ça fait intervenir aussi la longueur d'onde du rayonnement incident, et donc cette relation de Bragg, s'écrit sous la forme sinus θd égale sinus θi plus n, toujours cet entier, caractéristique des harmoniques finalement diffractées par le réseau, fois donc le rapport de la longueur d'onde au paramètre cristallin. Sachez aussi que certains spectroscopes sont dits à transformée de Fourier, donc utilisent basiquement la transformée de Fourier, qu'il faut bien évidemment connaître, dont il faut connaître les propriétés pour comprendre son fonctionnement. Et donc ça permet de caractériser éventuellement des périodicités spatiales dans les cristaux. Et puis la spectroscopie s'attache aussi à caractériser des liaisons moléculaires, pour caractériser la matière. Alors pour faciliter le modèle, on prend celui d'un oscillateur, donc on considère en fait que les électrons par exemple sont liés au noyau par une force de rappel comme celle d'un ressort, et puis que l'onde incidente qui l'éclaire est une force qui va tenter de mettre au mouvement cet oscillateur. Donc on parlera d'oscillateur forcé par l'onde incidente. Donc l'équation différentielle de base correspondant, on fait intervenir la dérivée seconde de la position du nuage électronique ou de l'électron considéré, sa position, une pulsation propre à l'atome ou à la molécule observée, et puis ici on illumine à la pulsation oméga ce système oscillant. Cette équation différentielle admet une solution qui correspond aux oscillations propres de l'oscillateur à la pulsation oméga, et puis un terme supplémentaire qui fait intervenir donc la pulsation du rayonnement incident. C'est la solution particulière de l'équation différentielle. On observe ici un dénominateur en oméga 0 carré moins oméga carré, ce qui est la différence des carrés entre la pulsation propre de l'oscillateur, donc du caractéristique de la matière, et la pulsation de la lumière incidente. Bien évidemment, cette solution correspond à un oscillateur non amorti, ce qui n'est pas très physique.
Et donc l'oscillation du nuage électronique est plus ou moins forte, comme on le voit ici, si oméga se rapproche de oméga 0, la pulsation propre. Voire, on observera, si on calcule rapidement en fait la limite, une infinité ici de ce coefficient. Donc évidemment, ce modèle est très brutal. Il ne tient pas compte de l'amortissement des oscillations et il nous donne une solution qui diverge lorsque la pulsation du rayonnement incident égale une des pulsations propres de l'oscillateur oméga 0. Donc on observe ici que si cette solution était physique, eh bien on détruirait les molécules à partir du moment où on leur envoie de la lumière à la bonne fréquence qui correspond à la pulsation propre de la matière. Donc évidemment cette solution n'est pas physique, puisque si on considère la lumière blanche par exemple du soleil, eh bien elle détruirait toutes les molécules en séparant les atomes entre eux, elle détruirait tous les atomes en séparant les électrons des noyaux à cause de ce terme. Cependant, cette solution nous permet quand même de comprendre quelle est l'influence, finalement, une représentation graphique que vous pourriez faire le montrerait, de l'éloignement de oméga par rapport à oméga 0, et puis finalement du rapprochement, de l'influence du rapprochement de cette pulsation. Donc quand la pulsation est accordée pour le rayonnement incident sur une pulsation propre du système, de l'oscillateur, eh bien on observe un pic dans le spectre. Ici simplement un petit exemple en Mathematica qui vous permet de montrer que si vous n'êtes pas à l'aise dans la résolution des équations différentielles, on peut positionner cette équation des conditions ou limites ou des conditions sur la, puisqu'on a une équation en dérivée seconde, des conditions sur la solution d'oscillation, donc l'amplitude d'oscillation et sa dérivée, et puis obtenir les solutions qu'on a vues tout à l'heure. Donc des calculateurs formels vous permettent de vous aider à résoudre ce problème-là. Et puis, donc nous allons, dans la suite, passer des signaux de puissance finie que nous avons vus, donc des signaux parfaitement périodiques, dont la puissance est finie. Ici, on voit typiquement la puissance finie. La même définition de la puissance, c'est la valeur moyenne du carré du signal sur une période. Et ici, la définition de l'énergie correspondant donc à l'intégrale sur toute la durée du signal, de vie du signal, du carré du signal, à un coefficient de proportionnalité près qui est un coefficient dimensionné. Et puis ici, le passage de l'un à l'autre, c'est comme si on considérait la limite lorsque la période tend vers l'infini d'un signal périodique, et je vous demande tout simplement et rapidement de réfléchir à la signification de faire tendre cette période vers l'infini, donc de tendre finalement vers un signal qui sera un signal continu. La deuxième partie du cours vous permettra de comprendre la transformée de Fourier et d'acquérir les propriétés de base de la transformée de Fourier qui permettent de connaître son application à différents appareils de mesure et pour différentes applications de traitement du signal.